Dans cette série, nous allons explorer l'industrie du fitness, un système verrouillé où toute innovation menant à une véritable autonomie est systématiquement étouffée. Comme les laboratoires pharmaceutiques, elle privilégie des solutions coûteuses et souvent inefficaces, alimentant ainsi l'échec et la frustration. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, Olivier Lafay vous emmènera en voyage à travers les siècles. Depuis les chasseurs-cueilleurs, en passant par les Grecs et les grandes révolutions sociales et philosophiques. Il va décrypter comment l'histoire de l'humanité, de la naissance de l'individu à celle de l'individualisme, a façonné notre manière de concevoir la musculation d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons qui est Olivier Lafay et sa légitimité. Vous rêvez de devenir athlétique ou de gagner en masse musculaire? L'application Lafay est votre partenaire idéal pour atteindre vos objectifs, en s'appuyant sur les principes éprouvés du célèbre livre d'Olivier Lafay, Access Autonomie. Commencez simplement en explorant la section musculation, puis réalisez un test de capacité. En quelques minutes, l'application établit un programme personnalisé, adapté à votre niveau, que vous soyez débutant ou confirmé. Vous serez guidé pas à pas pour progresser efficacement. Pas de matériel? Aucun problème. Pas de barre de traction? Passez les exercices facilement avec une simple touche. À la fin de ce test, vous saurez si vous commencez au niveau découverte 1 ou au niveau 1, premier programme, ou bien au niveau 2. Imaginez une recette de cuisine. Suivez les étapes, appliquez les consignes et récoltez les résultats. Rejoignez une communauté dynamique. Des questions? Des doutes? Besoin d'inspiration? Rejoignez notre groupe Facebook Lafay pour poser vos questions, partager vos réussites et échanger avec une communauté engagée. Vous y trouverez motivation, conseils et des centaines d'histoires inspirantes de transformations réussies. Prenez le contrôle de votre évolution. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, des outils modernes, une méthode claire et une communauté pour vous soutenir. Alors, pourquoi attendre? Téléchargez l'application Lafay et commencez dès aujourd'hui. Votre transformation commence maintenant. À vous de jouer. Eh bien, moi, je suis l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Je suis le vilain petit canard de la musculation, mais maintenant on dit fitness, parce que musculation, ça paraît trop restrictif. Il est maintenant de bon ton de dire fitness. Donc, je suis le vilain petit canard du fitness. Je suis celui qui a produit le plus gros best-seller de l'histoire de France en musculation, c'est-à-dire qu'avec le fameux livre vert méthode de musculation, j'ai vendu 400 000 à peu près exemplaires. Hein. 400 000, c'est absolument énorme quand on sait qu'un livre de musculation se vend rarement à plus de 5 000 exemplaires. Et ce livre a complètement détonné par rapport à ce qui existait dans le monde de la musculation jusque-là. Et ça m'a valu évidemment une chasse aux sorcières absolument terrible, des des bûchers intentés contre moi un peu partout, et tout ça on aura l'occasion d'en reparler. Donc c'est non seulement j'ai publié ce premier livre, j'en ai publié 11 depuis en 21 ans. Et les deux derniers, ceux que je vous conseille le plus, puisque ce sont les livres qui arrivent après encore 20 ans de recherche supplémentaires. C'est le guide de la souplesse absolue, là où j'explique comment en fait se développer pleinement un corps et esprit, donc corps et âme, hein, c'est-à-dire le guide de la souplesse physique et mentale, hein, dont le lien est disponible dans les commentaires. Et puis l'autre livre, c'est Access Autonomie, donc qui est une méthode de musculation dont il faut à peu près 7 ans pour faire un premier tour complet. Et il y a une vingtaine de niveaux avec de très très nombreuses variantes à chaque fois, de nombreuses manières de pratiquer donc ces niveaux, avec à la fois du matériel de musculation et sans matériel, c'est-à-dire qu'on peut faire 100% poids de corps, on peut faire avec des élastiques, on peut faire avec des haltères, etc. Et le lien est aussi disponible dans la description. Donc ces deux livres qui sont aussi des best-sellers, des livres importants puisqu'ils proviennent d'une approche complètement différente de ce qui se fait dans la musculation classique, et ça va être un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui et d'une série de podcasts qu'on va faire sur l'industrie du fitness, qu'on appelle, comme l'a dit Sylvain dans notre jargon, la mafia du fitness, qui a tendance à vouloir s'opposer à toute innovation réelle.
puisqu'elle n'admet éventuellement comme innovation en général que des innovations entre guillemets, hein, dans le domaine des suppléments, des anabolisants et des gadgets, hein, ou machines de musculation, mais en tout cas, pas d'innovation en ce qui concerne la manière dont on définit l'être humain. Or, c'est ce qui fait et ce qui peut permettre en fait un développement vraiment harmonieux et durable. Donc ça, c'est ce que je suis. Donc, étant donné que j'ai une formation de philosophe et que ça fait à peu près 30 ans que je fais des recherches en bioanthropologie, c'est-à-dire j'essaye de définir la nature humaine en fonction de normes biologiques, hein. Donc, ça sont des normes à la fois anthropologiques et biologiques. Et d'où les méthodes dont je parle, hein, les livres que j'ai pu produire et les quelques 600 articles sont issus. Voilà, donc tout Est-ce ce que que, je vais est-ce que, pouvoir. Oui, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que toi, ce que tu apportes par rapport on va dire, aux concurrents, c'est de l'information, alors que les concurrents, ils vont plutôt chercher à vendre des produits? oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que mais on va en parler, hein, en parlant de l'histoire de la musculation et donc de la manière dont on est arrivé au business moderne de la musculation. Même les vendeurs de méthodes modernes, hein, sont en fait des vendeurs de produits. Et il n'y a pas d'idée d'élévation en fait de la personne et donc d'une information qui soit la plus objective et complète possible sur la manière dont un être humain se développe. Et il se développe toujours corps et âme parce qu'on ne peut pas séparer le développement physique et le développement mental ou moral. C'est strictement impossible, même si certains vont vous l'affirmer, mais c'est totalement faux. Et donc il y a des manières dangereuses de le faire et des bonnes manières. Et moi, ce que j'ai amené, c'est une approche écosystémique donc qui respecte l'écologie humaine, qui part sur des bases que j'ai établies et qui sont sourcées scientifiquement, donc concernant cette construction de l'écologie humaine. Et c'est ça qui, en fait, me vaut des procès aussi en sorcellerie, puisque je m'oppose à toute une idéologie, à un courant mainstream dans le domaine de la musculation, qui elle-même, en fait, est nourrie par un courant mainstream en termes sociétaux, c'est-à-dire en ce qui concerne la vision que les gens ont d'eux-mêmes et des autres à notre époque. Voilà. J'espère que je suis assez C'est clair dans la réponse. c'est quoi cette vision qu'ils ont, les gens d'eux-mêmes, à notre époque? On va en parler au fur et à mesure puisqu'on va aborder l'histoire de la musculation et donc pour arriver au business de la musculation, donc au commerce moderne. Et pour ça, on va être obligé de comprendre comment l'être humain s'est défini depuis à peu près 2500 ans, puisque tout commence vraiment il y a 2500 ans en Grèce. Nous sommes une société helléno-chrétienne, non pas judéo-chrétienne, c'est-à-dire que notre société s'est fondée sur un christianisme qui s'est nourri de la culture donc grecque. Hein, par exemple, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet du podcast, mais par exemple la notion d'enfer, la notion de moralité en fait a énormément été construite aussi par la vision grecque. Et c'est le platonisme qui a nourri et étoffé la religion chrétienne, quasiment dès ses débuts. Voilà. Ce qui se passe, donc, quand on a une vision historique et assez large, on comprend que l'être humain d'il y a 2500 ans, pourtant à l'époque où c'est créé ce qu'on peut appeler bodybuilding, c'est-à-dire le culte de la construction du corps, ne se pensait pas de la même façon qu'il se pense à notre époque. Et c'est passé par plusieurs étapes. Il y avait d'abord, je vais commencer par le tout début, hein, c'est-à-dire que avant qu'il y ait des sociétés sédentaires, il y avait les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, elles n'ont jamais été axées sur le culte du corps. Un corps chez un chasseur-cueilleur, ça doit être un corps qui est habile pour chasser, justement. Et donc, la virilité, le muscle en soi, n'est que finalement la résultante d'une adaptation à un environnement. Par exemple, si tu regardes les Indiens d'Amazonie, il y en a qui ont vraiment des très bonnes cuisses, de très bonnes épaules, de très bons pectoraux. Et tout ça, ça vient du fait de grimper aux arbres, de soulever en fait éventuellement le matériel qu'on va transporter dans la forêt, etc., etc. Mais ce n'est pas une recherche spécifique. Il n'y a pas de recherche spécifique parce que l'être humain, jusqu'à l'époque grecque, donc jusqu'à la naissance de la raison en Grèce, l'être humain est un adaptateur. Ce n'est pas encore un transformateur, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son milieu
Et à partir de là, il n'a pas encore la pensée de l'individualité telle qu'elle va être formulée en Grèce et qui va se développer et muter au fur et à mesure des siècles et des millénaires jusqu'à notre époque actuelle. En gros, tu veux dire que l'homme, le chasseur-cueilleur, il était musclé non pas parce qu'il recherchait pour lui-même, c'était juste une conséquence de son mode de vie, quoi. Oui, c'est une conséquence en soi, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'environnement parce que il est des questions, pour lui, il est question que de survie en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'il cherche à survivre, il s'adapte à l'environnement. S'il doit grimper aux arbres, il grimpe aux arbres. Mais s'il est dans une zone plutôt qui ressemble à une steppe ou ressemble à une savane, eh bien, il va surtout beaucoup marcher. Et donc, il aura un physique plus longiligne. Et ce n'est pas important pour lui, ce n'est pas capital. Ça va devenir beaucoup plus capital à partir du moment où les sociétés vont sédentariser. Elles vont commencer à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et en fonction des lieux où elles vont pratiquer l'agriculture et l'élevage, elles vont devoir mobiliser des forces supplémentaires à la fois pour défricher. Donc, c'est-à-dire, imaginez, hein, c'est-à-dire qu'il faut couper des centaines, voire des milliers d'arbres pour pouvoir en fait faire des champs sur lesquels on pourra faire fructifier des plantations X ou Y, hein, donc du blé, hein, par exemple. Il va falloir monter des bâtiments, il va falloir tailler des pierres, etc., etc. Et il va falloir aussi faire la guerre, parce que dès que les sociétés deviennent sédentaires, elles se développent. L'agriculture va faire que les groupes humains vont devenir beaucoup plus importants. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, dès qu'un groupe arrivait à plus de 50 individus, hein, eh bien, ils se scindaient en deux et les gens s'éloignaient pour éviter les conflits. Et ils essayaient à tout prix d'éviter les conflits, les chasseurs-cueilleurs. Quand ils vont sédentariser, les groupes vont exploser parce que grâce à l'agriculture et ensuite aussi à l'élevage, eh bien, il va y avoir plus de nourriture. Plus de nourriture, ça veut dire plus de femmes fertiles, plus d'enfants, et ça veut dire un groupe de plus en plus important qui va rentrer en conflit avec d'autres groupes qui seront ben, de plus en plus rapprochés, de plus en plus proches, puisque eux aussi croissent en même temps. Et donc, ces groupes vont se heurter. Il va y avoir des conflits armés, des guerres. Et à partir de là, la force virile va devenir très importante parce qu'il s'agit de pouvoir dominer, maîtriser l'adversaire et de défendre en fait ses biens. Et étant donné que l'être humain, comme tous les animaux, participe à la sélection sexuelle, le fait de pouvoir défendre son groupe, c'est pouvoir aussi avoir la chance de se reproduire soi. Donc, ça devient une question de survie. Et le culte du muscle arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que les sociétés guerrières sont des sociétés aussi pour qui la force physique devient quelque chose d'important. Parce que ça permet à la fois de maîtriser l'autre, hein, c'est-à-dire mon semblable, qui était autrefois, à l'époque de mes arrière-grands-parents, peut-être voilà, des cousins éloignés, etc., etc. Mais d'un coup, ça devient l'ennemi parce qu'il est en compétition avec moi pour les mêmes ressources. Et donc, il va falloir le maîtriser lui, et il va falloir aussi que je maîtrise mon environnement. Et donc, les individus qui sont physiquement plus forts sont évidemment plus utiles. Alors qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas forcément le plus fort qui est le plus important pour la sélection naturelle, ça va être le plus habile. Et encore, dans certains cadres, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes bien précises, puisque, et là on parle de l'individu, tant qu'il n'y a pas de société sédentaire et tant qu'il n'y a pas de distinction entre les individus, parce que dès qu'il y a une société qui se sédentarise, dès que les gens sédentarisent, qui pratiquent l'agriculture et l'élevage, ils vont commencer aussi à se distinguer les uns les autres. Les hiérarchies arrivent. Et à partir de là, l'individu commence à penser davantage à lui. Mais, et donc à la manière dont il va pouvoir aussi, par son apparat, par donc ses vêtements, par ses peintures, par sa coiffure, etc., se distinguer des autres et exister socialement. Mais chez les chasseurs-cueilleurs, l'individualité était complètement réprimée. Ce qui veut dire que quand l'individualité est réprimée parce qu'elle peut être dangereuse pour le groupe, parce que si quelqu'un essaye de briller aux dépens des autres, il risque de mettre en péril l'équilibre de tous. Donc, l'individualité chez les chasseurs-cueilleurs est fortement réprimée jusqu'à la mort, bannissement et mort. Donc, tant qu'il n'y a pas d'individu, évidemment, il n'y a pas de culte de soi, et donc il ne peut pas y avoir aussi de culte du muscle. Ça, c'est un des premiers éléments importants. Donc la naissance de l'individualité et qui va en même temps arriver petit à petit jusqu'à la naissance de la raison. C'est-à-dire que ça se passe en Grèce il y a à peu près 2500 ans.
Et donc la raison, la rationalité, hein, c'est-à-dire la volonté d'expliquer les phénomènes de l'univers non plus par des forces magiques, mais par des liens de cause à effet, hein, donc des chaînes de cause à effet, eh bien, est le fruit d'une progression des êtres humains vers plus de compréhension d'eux-mêmes et plus de distinction entre eux et le reste de la nature. C'est-à-dire Donc que là, on arrive vraiment à la naissance de l'individualisme, quoi, petit à petit. Alors, on arrive à la naissance de l'individu, mais pas de l'individualisme. L'individualisme va arriver petit à petit à partir du 19e siècle. Et ça, je vais l'expliquer après. Mais au départ, en fait, arrive, c'est l'individu, juste déjà l'individu. Alors, il n'est pas encore extrêmement individualisé, et c'est ce qui est important et qui nous distingue en fait des Grecs, hein, nous, les humains modernes, dans notre pratique de la musculation, c'est que le Grec, quand il se muscle relativement à un groupe social. Et donc, son muscle, il est aussi au service du groupe. Et il est encadré par le collectif. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte collective qui fait que l'individu ne doit pas aller plus loin qu'une certaine limite. Et il y a un concept qui permet d'expliquer ça, c'est l'hubris. L'hubris, c'est la démesure. Autrement dit, c'est le fait de ne pas vouloir être à sa place, rester à sa place. Et c'est un péché pour les Grecs. Le péché d'hubris, c'est-à-dire le fait de vouloir vivre sa vie et se faire comme un dieu, tel un dieu, comme on le fait à notre époque depuis la fin du 19e siècle à peu près, et encore plus au 20e et 21e siècle. Mais ça, on en parlera plus tard. Le grec, lui, quand il pratique l'auto-examen, ce n'est pas l'introspection subjectiviste qui arrivait dans les couches supérieures de la société au 19e et après dans les couches moyennes et inférieures au 20e siècle. Hein, c'est-à-dire que c'est pas moi, 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 c'est plutôt en fait un auto-examen qui essaye de mettre l'individu en conformité avec le collectif. Donc, il faut respecter le collectif parce que l'individu est en fait doit être harmonieux dans ses comportements et dans la construction qu'il fait de lui-même. Et cette harmonie, elle est relative à l'harmonie de la société qui elle-même est un reflet de l'harmonie du cosmos, etc. Et donc, on ne dérange pas l'harmonie du cosmos. Donc, la manière de pratiquer la musculation est très différente, puisque la musculation chez les Grecs, et on le voit dans la statuaire grecque, eh bien, même si c'est du bodybuilding, c'est-à-dire qu'ils utilisent des haltères ils utilisent aussi une table de marche pour se muscler, eh bien, cette musculation, elle a pour ambition de faire de l'homme, de l'individu, un être qui soit le reflet de l'harmonie cosmique, et non pas quelqu'un qui sorte justement de l'harmonie cosmique pour faire son propre chemin tels en fait les Occidentaux modernes depuis à peu près 200 ans. Mais ça, je vais le développer un peu plus loin. Donc, le, le fait de vouloir être un reflet de l'harmonie du cosmos, c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, l'objectif est apollinien. Si on se réfère à Nietzsche, Nietzsche, il nous parle dans la naissance de la tragédie comment dire, du conflit entre Dionysos et Apollon. Apollon, c'est en fait le dieu des formes stables, de l'ordre, et Dionysos, c'est le dieu du chaos, de l'exubérance, mais aussi de la destruction. Donc, en permanence, Dionysos, il peut porter atteinte, évidemment, à Apollon. Donc, le monde harmonieux, le cosmos organisé, a besoin aussi que l'être humain le respecte, hein, c'est-à-dire qu'il soit un reflet de ce cosmos-là, de manière à ne pas troubler l'harmonie et arriver à l'autodestruction. Et finalement, c'est une compréhension intime et qui n'est pas encore extrêmement élaborée, mais qui va venir, hein, dans la philosophie grecque, ça perce, d'une logique qui est que le groupe, il faut faire attention à ne pas porter atteinte au groupe. Et donc, trop en fait d'atteinte à l'harmonie, trop d'atteinte à l'équilibre du groupe, c'est-à-dire trop d'individualisme, justement, tue le groupe. Et donc, le culte du corps, le travail du corps, est là pour parfaire l'être humain et pour montrer que l'être humain, finalement, mais dans sa globalité, c'est-à-dire pas juste un individu, mais le groupe, eh bien, est capable de se maîtriser. C'est-à-dire que c'est la maîtrise de soi. Chez les Grecs, tu as une idée de la maîtrise de soi au sens général, global, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à me maîtriser moi-même. Et donc, pour ça, je vais pratiquer l'auto-examen.
Et donc, je vais voir si je suis en conformité dans mes actes, hein, dans mes actions, dans mes comportements, dans mes pensées avec le reste, avec le groupe. Donc, je pratique l'auto-examen. Et si je travaille mon corps, je vais le faire de manière aussi harmonieuse, c'est-à-dire avec l'idée donc d'arriver à maîtriser ce corps-là. Et tout est idée de maîtrise de soi. Ce qui est très différent de notre époque moderne, où il ne s'agit plus de maîtrise de soi, puisqu'il ne s'agit plus de respecter un ordre, une harmonie cosmique, finalement les écosystèmes individuels et plus généraux. Il s'agit au contraire de sortir des normes pour pouvoir imposer sa propre volonté contre celle des autres. Il s'agit en fait de s'auto-déterminer. Et c'est ça qui est en fait l'existentialisme, hein, mais ça, bon, on en parlera peut-être encore un peu plus loin, mais c'est parce que là, on reste sur l'héritage grec. Donc, l'idée chez les Grecs, c'est la maîtrise de soi, alors que chez nous, à l'époque moderne, c'est la maîtrise de moi, du moi. C'est l'exacerbation du moi. L'exacerbation du moi, elle se fait contre justement la maîtrise de soi. On ne se maîtrise pas. Il y a que l'élévation intellectuelle et morale qui est importante chez les Grecs et qui va continuer après avec le christianisme, est démolie à partir du 19e siècle environ, de plus en plus fortement et a quasiment disparu à notre époque, même s'il y a une certaine nostalgie parce qu'on a quand même des bases de rationalité, de maîtrise de soi et d'idées d'harmonie. Et puis, ça revient un petit peu par la bande avec l'écologie et la compréhension qui est encore très hésitante de ce qu'est un écosystème. Alors que chez les Grecs, ou comme chez les chasseurs-cueilleurs, mais à leur niveau, il y avait une compréhension d'une idée d'harmonie cosmique. Et donc, quand le grec, lui, va arriver à développer justement cette rationalité qui est assez singulière, assez particulière à l'Occident, qui va lui permettre d'arriver petit à petit, siècle après siècle, à cette domination qui sera la sienne, eh bien, c'est que l'être humain est prêt, après quelques millénaires de réflexion et de construction de connaissances, à partir du moment où lui, il est devenu sédentaire, agriculteur, éleveur, il est prêt à pouvoir petit à petit passer à un stade d'élévation supérieure où il va pouvoir se regarder et se voir au-dessus en fait des animaux, au-dessus de la nature en général, qu'il est capable de transformer, à laquelle il peut imposer sa volonté. Et donc, c'est-à-dire que il faut lire quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, qui a écrit La naissance de la raison en Grèce. Et ça, c'est un des livres que j'ai découvert quand j'étais en fac de philosophie dans les premières années, qui m'a beaucoup marqué. Et l'idée que, en fait, en gros, hein, bien sûr, je simplifie parce que c'est pas le but du podcast de faire en fait, tout un développement là-dessus, mais que ça soit le bodybuilding, donc la maîtrise de soi du point de vue corporel, la réflexion philosophique, les mathématiques, etc., tout ça est né à peu près à la même époque. C'est à peu près né à la même époque et c'est normal puisque c'est l'expression, en fait, d'une compréhension différente de l'être humain, de sa place même dans le monde, de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est au-dessus, il est capable d'imposer sa marque dans le monde, mais il doit quand même faire attention à préserver les équilibres naturels, l'harmonie cosmique, justement, pour éviter le déclin et pour éviter l'autodestruction. Et donc, il s'agit d'un équilibre bien particulier, d'où la notion d'hubris dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire attention à ne pas sortir de sa place. Si je sors de ma place, je commets un crime. Et je sais que ça va porter atteinte aux équilibres de la société, ça peut l'amener à la destruction, donc je suis dangereux si je fais ça. Donc c'est vrai, c'est que il y a une maîtrise de soi qui est fondamentale. Et le corps, les Grecs, en fait, ils ont compris, sans même faire de dissection, parce qu'ils ne faisaient pas de dissection à l'époque, ils ont compris en fait comment les muscles étaient insérés, ils ont compris en fait comment jouait le corps. Et donc la maîtrise de soi du point de vue corporel par le bodybuilding, c'est l'idée de faire apparaître un développement le plus harmonieux et complet possible de tous les muscles du corps, puisque c'est la preuve qu'on maîtrise aussi l'animalité. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire que notre animalité, ce qui nous rapproche des autres animaux, eh bien, va aussi, par un développement singulier du corps, va aussi nous en éloigner. Et que nous affirmons notre maîtrise du monde par aussi la maîtrise qu'on peut avoir du corps et le développement du corps.
mais toujours de manière harmonieuse et toujours respectant l'harmonie cosmique. On n'est pas dans l'individualisme encore. Et puis, à partir de Descartes, c'est là que les choses ont vraiment changé. Et en quelques siècles, on va arriver à la domination de l'homme sur la nature par le développement de la science et à une autre vision de ce qu'est l'être humain, une vision totalement différente. Et pourtant, ça se passe par petits glissements successifs. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu les périodes de l'histoire par rapport aux chasseurs-cueilleurs grecs et naissance des civilisations guerrières, à peu près les périodes de temps? C'est chasseurs-cueilleurs, c'est combien? C'est moins 60 000 avant Jésus-Christ, non? Alors, les chasseurs-cueilleurs, les sociétés égalitaires, il y en a encore qui existent, mais de moins en moins. Les chasseurs-cueilleurs de base, hein, c'est-à-dire où l'individu est fortement réprimé. Après, il va y avoir les sociétés transégalitaires qui apparaissent à peu près en moyenne vers moins 35 000, hein. Donc, on va dire à 35 000 ans à peu près, hein, il y a 35 000 ans, et où là, il commence à y avoir une hiérarchie sociale, mais vraiment très basique. C'est-à-dire, en général, c'est deux groupes. Il y a les dominants et les dominés. Et puis, on va arriver vers moins 15 000 à peu près à la sédentarisation. Donc, c'est ceux qui s'intéressent à l'archéologie, connaissent peut-être aussi Göbekli Tepe, hein, donc c'est en Turquie, et ce sont les restes de temples qu'on a pu mettre au jour, qui datent donc entre 10 et 15 000 ans, et qui témoignent de l'accès à la fois de l'homme à la fois à une certaine forme de spiritualité où petit à petit il se considère comme supérieur au reste de la nature puisqu'il se met à la maîtriser et à la maîtriser par l'agriculture. Donc en fait, ce sont des choses qui sont conjointes. L'un est le corollaire de l'autre, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'homme commence à mettre sa marque sur la nature, au fur et à mesure, il se pense comme supérieur, ce qui est un peu logique. C'est-à-dire que je domine en fait mon environnement. Je ne fais plus seulement comme y adapter, je commence à le transformer. Et donc après, bah, il va y avoir petit à petit l'accès, donc le développement des villes, le développement des nouvelles techniques, des métaux, etc., 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 qui va amener les sociétés, des sociétés de plus en plus élaborées, fortement guerrières, évidemment. Et puis, eh bien, on va arriver après l'écroulement de l'Empire romain à la civilisation chrétienne, qui va récupérer progressivement tout un tas de données du monde grec, parce que il n'y avait pas de philosophie proprement romaine, hein. Ça n'existe pas. C'est les philosophes entre guillemets romains. Les philosophies romaines sont des adaptations de philosophie grecque. Par exemple, le stoïcisme, hein. Voilà. Donc, ça va nourrir le monde chrétien et ça va nous amener à un moment à la Renaissance. Tout ça conjointement avec l'arrivée de l'imprimerie, hein, la circulation des idées, circulation des connaissances, l'augmentation en fait de la technologie, développement des sciences. Et après, il y a Descartes qui arrive. Et encore une fois, ce sont des points de repère. Il faudrait passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais c'est pour comprendre en fait comment ça s'est passé. Ça allait très très vite. Et à partir du moment où il y a la naissance de la raison en Grèce, à peu près 2500 ans, eh bien, on va se retrouver au XVIIe siècle à peu près, hein, à se déclarer maître et possesseur de la nature. L'être humain est maître et possesseur de la nature. Et donc cette idée qui était là, prégnante hein, déjà chez les Grecs, mais qui était limitée, c'est-à-dire qu'il y avait des rétroactions négatives, hein, c'est-à-dire comment dire, des rétrocontrôles qui font que la société, pour rester harmonieuse, évite à l'individualisme d'exploser, évite aux techniques de partir dans tous les sens. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir un boulevard à la science et à la domination de toute la nature par la raison humaine, et notamment de la nature humaine aussi. C'est-à-dire que on va arriver à l'époque moderne, 19e siècle, il y a des mutations qui se font dans la société parce qu'on a les révolutions industrielles, on a la science biologique qui progresse, et petit à petit, l'être humain commence à être défini comme un assemblage de matière. Donc, on commence à débarrasser en fait l'être humain de la spiritualité. Et le débarrasser de la spiritualité, c'est le débarrasser aussi
de la soumission qu'il devrait avoir vis-à-vis de l'harmonie, donc vis-à-vis des écosystèmes. Tout ça, l'être humain se sent assez puissant pour y échapper. Et à partir de là, il veut tout transformer, et même lui-même. Et donc, lui-même n'est qu'un assemblage de matière. Et c'est cette matière qu'il va falloir travailler pour la sculpter, pour faire un être humain supérieur. Donc ça arrive vraiment au 19e siècle avec le positivisme, donc la science qui se veut pure et dure, la science médicale aussi, qui en fait écarte le Dieu. Hein, mais Dieu, c'est aussi en fait justement la fameuse, on peut dire que c'est l'harmonie cosmique, donc c'est aussi les écosystèmes, hein, tels que Gregory Bateson l'a expliqué. On peut appeler en fait la logique écosystémique Dieu si ça nous plaît, de toute façon. Voilà. Et donc, c'est qu'au 19e siècle, après, il y a les révolutions industrielles qui sont arrivées, il y a eu cette pensée qu'on est maître et possesseur de la nature, donc de notre propre nature aussi, et ça va de pair avec le développement de l'individu moderne, euh, et ça, on le voit par le fait en fait, ça commence par le fait que les gens commencent à échapper à l'emprise des collectifs et des villages, puisque le monde ouvrier récupère des paysans, donc des agriculteurs, enfin voilà, qui viennent travailler en ville. Et ça va amener un individu complètement différent parce qu'il est déraciné et il peut commencer à suivre ses propres inclinations. Par exemple, au niveau sentimental et sexuel, autrefois, c'était les villages qui faisaient que les couples se formaient, hein, c'est-à-dire que tu ne te mariais pas comme tu voulais avec qui tu voulais, mais les ouvriers peuvent commencer à aller vers qui leur plaît. Donc le simple fait d'une inclination possible et respectée entre un homme et une femme, c'est déjà une forme d'individualisation très forte. Euh, et, euh, et donc, c'est la naissance de l'amour, en fait. C'est-à-dire la naissance d'un nouvel amour. C'est-à-dire que c'est plus un cadre, on doit plus s'arranger avec un cadre qui était défini jusque-là. Mais non, on commence à pouvoir échapper au collectif et l'individu perce. Alors, en plus, il y a la généralisation des miroirs, le développement de la photographie, etc., etc. Donc, le 19e, c'est une grosse explosion. Et c'est là aussi que le bodybuilding moderne commence à se faire. C'est-à-dire la musculation renaît dans un monde où les individus commencent à être plus marqués, différents, hein, donc se sentir différent, où les efforts physiques aussi sont différents, donc il y a un besoin aussi de retour à un effort physique, et il y a la volonté de se sculpter comme un matériau, c'est-à-dire que on va montrer la supériorité de l'être humain, non seulement du point de vue scientifique, technologique, médical, etc., mais aussi corporel, en recommençant à fabriquer des sortes de surhommes qui vont se sculpter de manière très précise, selon des normes évidemment qui sont héritées de la Grèce antique. Hein. C'est ce qui Et va- là, Oui. on est début 20e, c'est On ça? est au 19e là. On est encore au Ah, 19e. 19e? On est toujours au 19e parce que tout ce qui est en fait la naissance de l'individu moderne, ça se passe au 19e. C'est-à-dire qu'il y a, comme je dis, la photographie, la généralisation des miroirs, l'essor de la science, les sciences donc biologiques, etc. La musculation donc qui renaît justement dans les villes. Hein. C'est le développement des grandes villes. Et Euh, est-ce et que ça a un lien avec le romantisme ou rien à voir? alors le romantisme, il va aussi faire partie de ça. De cette vision de l'individu comme un absolu face au monde. Face au monde, c'est tout un panel d'idées qui va arriver à un moment qui est logique, en fait, si on le regarde de manière globale. Et justement, Hmm. si on observe de manière historique l'évolution et systémique, l'évolution de l'être humain. Mais ce qui est le plus marquant au 19e aussi, c'est le développement de l'existentialisme. Alors, il y a eu Kierkegaard, et puis après, on a des gens comme Nietzsche, et puis quelqu'un que j'ai découvert aussi en fac de philosophie grâce à une petite amie, c'était Max Stirner, donc philosophe de l'ego, philosophe qui a écrit L'unique et sa propriété. Tous ces penseurs-là vont amener l'idée de la possibilité pour l'être humain, pour chaque individu, de se voir tel un Dieu ou alors quelqu'un, ça peut être les deux aussi, ça peut être aussi un être qui se sent petit et perdu face à un monde immense, mais en tout cas qui se retrouve face à un champ des possibles, parce que Kierkegaard, il parle du champ des possibles. Donc tu as un champ des possibles qui est immense, qui est ouvert devant les individus, et on pourrait se faire et se refaire à volonté. Voilà. L'être humain a atteint un tel niveau d'arrogance finalement, hein, c'est-à-dire qu'il pense
qui peut se faire comme il veut, quand il veut, et qui peut se créer sa propre forme. Et ça va donner après le bodybuilding au XXe siècle, hein, parce que c'est toujours des étapes qui se franchissent au fur et à mesure et de plus en plus vite. C'est le champ des possibles, avant, n'était pas ouvert. Les individus étaient pris dans des logiques où, de toute façon, mon papa est agriculteur, mon grand-papa était agriculteur, je serai agriculteur. Mon papa était maçon, je serai maçon, etc., etc. Il n'y avait pas d'ouverture. Et là, grâce à la science, en fait, on a l'impression que l'être humain peut tout faire. Et comme il peut tout faire, l'individu peut tout faire, et l'individu peut tout être. Et à partir de là, le champ des possibles, comme dit Kierkegaard, est gigantesque. Et tout le problème, c'est de pouvoir se situer dans ce champ des possibles. Quelle voie vais-je prendre? Et donc, Nietzsche est un précurseur de l'existentialisme, hein, c'est-à-dire l'existence, en fait, précède l'essence, c'est-à-dire que je ne dois pas être assujetti à des normes me préexisteraient. Je crée mes propres normes et je me définis tel que je le veux et je vais arriver à mon objectif en faisant plier l'univers devant moi. C'est vraiment ça. Et le bodybuilding moderne, et surtout à partir du XXe siècle, ça va être ce bodybuilding-là. C'est un bodybuilding où en fait on veut se faire, où on veut se sculpter en fait. Et donc il n'y a plus que l'ego, le moi et le corps comme matériaux, hein, comme dit Schwarzenegger. En fait, l'objectif du bodybuilder, c'est de se sculpter comme un sculpteur sculpterait de la pierre, hein, sculpterait une matière. Donc je me sculpte et je me fais tel que je me fantasme. Donc, ma pulsion, mon désir est roi et rien ne peut m'empêcher mon désir, ou rien ne doit empêcher mon désir de pouvoir être satisfait. Ce qui est alors, et là, on comprend à quel point le bodybuilding moderne, malgré des corps qui peuvent être semblables, est à l'opposé du bodybuilding grec. D'un côté, chez les Grecs, il fallait être un reflet de l'harmonie cosmique. Et là, c'est non, je passe avant tout. Je passe avant le cosmique, je passe avant les normes, etc. Et c'est bien pour ça que la méthode Lafay, ce que j'ai créé, hein, parce que c'est pas moi qui ai appelé ça la méthode Lafay, tu le sais peut-être, hein, ce sont les pratiquants qui ont appelé comme ça la méthode Lafay, et les détracteurs, hein, les haters, comme on dit. Moi, j'avais appelé ça méthode de musculation parce que ce qui comptait le plus pour moi, c'était le fond, hein, c'est-à-dire justement cette vision écosystémique, donc quelque part qui est héritée de la Grèce antique, mais avec la science moderne, hein, et qui ramène l'être humain à un peu plus d'humilité et à une compréhension différente du fonctionnement du corps-esprit, et donc à une pratique de la musculation différente. C'est là où en fait, eh bien, j'ai créé en fait une rupture. Il y a une scission qui s'est faite dans le monde de la musculation assez forte, et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'ennemis, parce que en fait, je suis à contre-courant. C'est-à-dire que j'essaye de ramener de la raison là où en fait, la raison n'est plus fondamentale. Ce qui compte, ce n'est plus la raison, c'est le désir. Voilà. Comme Mais disait Spinoza, l'être humain, en fait, n'est pas un être de raison, c'est un être de désir, et la raison, elle sert souvent à justifier, en fait, la satisfaction des désirs. Et Edgar Morin a dit Homo sapiens demens. Et ben, le demens, plus la société avance depuis le début du XXe siècle, mais ça a commencé au XIXe comme ça, mais c'est venu progressivement. Comme je dis, il y a eu Descartes, etc. Le glissement s'est fait petit à petit, puis après, il y a un point de bascule. Et le point de bascule, eh bien, il se produit quand en fait le déma c'est plus important que le sapiens, c'est-à-dire que quand la raison en fait est complètement étouffée par le désir et par la pulsion. C'est ce qu'on a appelé avec aussi Déborah le néolibéralisme, hein, c'est-à-dire la pensée néolibérale qui est la pensée mainstream où en fait je le vaux bien, mon désir est roi et je dois passer avant les autres et il n'y a plus de pensée du collectif, il n'y a plus de pensée d'harmonie, il n'y a que moi et mon désir qui doit être satisfait, point. Et je suis prêt à tout pour satisfaire mon désir. Et le bodybuilding vraiment moderne du XXe siècle est complètement traversé par cette logique philosophique, hein, cette idéologie-là. C'est une idéologie, puisque ce n'est pas une question en fait, de sagesse, donc pas vraiment de philosophie. Certains vont dire oui, c'est ma philosophie, mais en fait, c'est un mauvais emploi du terme philosophie, c'est plutôt une idéologie, c'est-à-dire c'est une vision partielle de soi et du monde qui est en adéquation en fait, avec un monde occidental qui est arrivé à un certain niveau de son développement, à un certain stade de son développement, et qui, en plus, ne veut pas se penser lui-même. Et moi, je suis arrivé dans le milieu de la musculation
en disant il faut qu'on se pense soi-même, il faut penser la musculation, il faut penser l'être humain qui pratique la musculation. Et ça, c'était un crime impardonnable, puisque eh bien, j'allais contre ce que les gens, en fait, pas pensaient, mais en fait avaient d'inscrit en eux-mêmes et qui ne voulaient surtout pas penser. Autrement dit, hein, je répète ce que j'ai dit, c'est un retour à l'héritage grec, c'est-à-dire à l'idée du respect de l'harmonie cosmique, parce que l'individu est aussi un écosystème qui est pris dans des écosystèmes et pris dans des écosystèmes, etc. Est-ce qu'on arrive à concevoir un peu plus facilement en écologie? Eh bien, en termes d'écologie individuelle, n'est absolument pas compris. Et moi, c'est 35 ans de ma vie, en fait, 35 ans de recherche dans ce domaine-là, pour élaborer en fait une approche bioanthropologique qui soit rationnelle, sensée, sourcée et cohérente et qui a donné tous les livres que j'ai pu produire, que ce soit dans le domaine de la musculation, fitness, dans le domaine de la souplesse, des relations, etc., etc., etc. C'est basé sur un fond qui est donc contre-intuitif par rapport au monde dans lequel nous vivons, mais qui, une fois qu'on s'y penche, est assez logique, puisque, bah, si on, enfin, du moins, si on tient compte de tout ce qu'on vient d'expliquer et tout ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de l'évolution de la pensée humaine et le fait que ce n'est pas, en fait, ce qui semble aller de soi, ne va pas finalement de soi. Et ce n'est qu'un produit d'un moment historique du développement de l'être humain, et ce n'est pas en soi un aboutissement ou une logique qui est irréductible. Ce n'est pas imparable, c'est simplement un stade de l'évolution de l'être humain. Et pour moi, le stade suivant, ça devrait être justement le respect de l'écologie individuelle, qui passe par le respect des écologies, donc des écosystèmes complexes à tous les niveaux. Et ça, on l'explique bien aussi avec Déborah dans le guide de la souplesse absolue, c'est-à-dire que ce qu'est la zone de confort, et elle passe par un certain développement de ressources pour satisfaire un certain nombre de besoins et en respectant certains rythmes. Et tout ça, eh bien, ça oblige à tenir compte non seulement de soi, de son propre fonctionnement, mais aussi de tous les collectifs en fait, dont on est dépendant et avec lesquels on fait une sorte de commerce, entre guillemets, en permanence, avec qui donc, on a des relations, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et donc ça, tout ça, ça amène une vision de la musculation qui est complètement différente. Et c'est la fameuse, entre guillemets, méthode Lafay, même si c'est pas moi qui ai appelé ça méthode Lafay. Donc, du coup, cette manière de se voir comme transformateur de son corps qui se plie à sa propre volonté, tu nous dis que ça apparaît dès le 18e siècle. Et donc, 19e, oui. Bah, disons, oui, 19e. il y a des cartes, mais après, en termes du moins pour la conceptualisation de tout ça, hein, je dis comme point de repère, parce que c'est pas le seul, hein, mais bon, on passerait des heures sinon. Et c'est au 19e, voilà. Au 19e, ça commence à se faire jour. Et au 19e, ils sont encore coincés entre le respect du collectif, hein, parce qu'il y a encore cette idée de collectif qui est très prégnante, puisqu'elle a duré longtemps, hein, jusque-là. Et en même temps, ils sont coincés entre ça et l'exacerbation de l'individualisme. Et c'est à partir du XXe siècle qu'on va aller vers plus en plus d'exacerbation de l'individualisme. Donc l'individu moderne, il naît au 19e, mais il est encore coincé. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi les culturistes du 19e n'ont pas le même physique que celui du 20e. Parce que c'est pas encore cette idée de se sculpter pleinement selon un plan personnel des désirs, etc., une certaine fantasmatique esthétique qui est décorrélée complètement de l'harmonie et du respect en fait de l'écosystème humain. Ils sont encore attachés à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont comme référence plutôt les physiques grecques au 19e. Et ça va complètement être explosé au XXe siècle avec la naissance d'un nouveau type de physique dont on en parlera peut-être un peu plus tard, Jacques Lalanne d'abord, hein, et puis ensuite Steve Reeves qui va vraiment parachever ça et amener les nouveaux canons de l'esthétique masculine qui n'ont strictement rien à voir avec la santé justement et donc avec l'écosystémique humaine. Voilà. Donc, je t'écoute maintenant parce que je remettais, voilà, pour ce qui est des dates, j'ai juste précisé. Donc, Là, c'est bon, là, la précision, elle a été bien c'est bon. précise. Plus l'être humain a de pouvoir sur la nature, plus il pense en avoir sur lui-même, jusqu'au point de l'hubris, justement, qui était dénoncé et rejeté par les Grecs, qui consiste à dire je peux faire ce que je veux de moi.
Et bien sûr, ça, c'est faux. Et c'est parce que je l'ai dit aussi à des gens qui s'entraînaient no pain, no gain, etc., etc., ou qui se sculptaient, à mon avis, n'importe comment, mais ça, tout ça, ça demanderait à être défini. Et c'est ça qui m'a valu justement les procès en sorcellerie, les accusations de secte et tout un tas d'insultes et de guerres infinies jusque sur Amazon, partout. Enfin, c'est la guerre incessante, surtout que moi, je conduis les gens en plus à l'autonomie. À partir du moment où on commence à respecter les écosystèmes humains, on commence à bien comprendre ce qu'est la notion d'autonomie et c'est ça qui s'oppose au business du muscle. Mais ça, ça c'est l'étape suivante du podcast qu'on est en train de faire. Dans le prochain épisode, Olivier Lafay vous parlera de l'impact idéologique de la société du XXe et XXIe siècle sur le commerce du muscle. Vous en saurez plus sur ce fameux néolibéralisme, sur l'évolution de la musculation, sur ce qu'est un bon coach, comment fonctionne le dopage, pourquoi certaines personnes sont naturellement musclées. Les liens des livres d'Olivier se trouvent en description. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, encouragez-nous en aimant, en commentant ou en partageant la vidéo.